L'offre spontanée, c'est une procédure dérogatoire à la procédure formalisée, laquelle est constitutive de l'appel d'offres. Dans le cadre de l'appel d'offres, c'est l'autorité contractante qui déclenche la procédure et reçoit les sollicitations des candidats. Pour la procédure d'appel d'offres spontanée, c'est le processus inverse. Ce sont les candidats eux-mêmes qui saisissent l'autorité contractante, qui portent à sa connaissance leur dossier, leur projet. Si maintenant ils tombent d'accord avec l'autorité contractante, ils enclenchent des négociations. Si les négociations aboutissent, ils passent au contrat. L'autorité contractante et le candidat. C'est ça, grosso modo, l'offre spontanée. Les offres spontanées existent aussi bien dans le cadre des marchés publics que dans le cadre des partenariats publics-privés. Je rappelle que les partenariats publics-privés ne sont pas loin des marchés publics. Voilà, il y a quelques points de différence, mais toutes ces deux formes de réalisation de biens, de services, de travaux rentrent dans ce que l'on appelle la commande publique. L'autre avantage, c'est que si l'offre spontanée aboutit, ça peut être également, ça peut créer des emplois. Ça peut créer des emplois. Ça également, c'est un avantage. Donc, il peut être un avantage de compétitivité, il peut également être un avantage de performance, mais également un avantage de création, pour la création d'emplois. Donc, à ce titre-là, on peut dire que les offres spontanées peuvent constituer un avantage. D'ailleurs, c'est le sens même que c'est ce qui est recherché fondamentalement quand on lit de manière approfondie les textes. On voit que très souvent, on demande à celui qui a gagné l'offre spontanée de faire une sous-traitance ou bien que son projet soit compétitif ou bien soit une innovation technologique. Dans les deux cas de procédure, au passage, je vous le rappelle, c'est l'autorité contractante qui paye. Autrement dit, les offres spontanées sont payées sur le budget national. D'où la question de la soutenabilité budgétaire de ces offres spontanées-là. Notamment quand il s'agit de PPP, parce que c'est sur le long terme. Maintenant, revenons à notre cas. Si celui qui fait une offre spontanée a plus d'expérience que vous, connaît bien son projet, mais il peut surfacturer. Même si dans le code des marchés publics, on dit que la DSMP peut prendre les attaches, les services d'un expert. D'accord. Mais si par exemple il surévalue son projet à 52 milliards, qu'est-ce qui va permettre à la DSMP d'assurer le suivi de ce contrat? Rien dans le code. Rien dans le code? Absolument rien du tout. Parce qu'en PPP, on a quand même essayé de remédier à cela en mettant en place, en donnant au Conseil des infrastructures la mission de faire le suivi et évaluation de ces projets-là. Encore qu'il faut absolument revoir le Conseil des infrastructures pour en faire un véritable organe de régulation. Là-bas, la procédure également, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'offre spontanée en contrat de partenariat, mais si aujourd'hui il y a offre spontanée en contrat de partenariat, c'est en violation de la loi sur le contrat de partenariat. Pourquoi? Parce que le comité national d'appui au PPP qui est chargé d'aviser sur la procédure d'offre spontanée n'est pas encore installé. Comment donc on peut passer d'offre spontanée sans l'existence de ce comité d'appui au partenariat public-privé? Autrement dit, donc aujourd'hui il y a des offres spontanées. Bon, on peut respecter la procédure de saisine de la DSMP en marché public, mais pour les PPP, ce n'est pas possible. Ça, je vous le dis, si vous voyez une offre spontanée en contrat de partenariat, c'est illégal. Parce que le comité national n'existe pas et le comité doit être saisi. Pour une mauvaise passation d'un marché public, je dis mauvaise passation d'un marché public, mauvaise passation d'un contrat, très rarement les personnes sont sanctionnées. Mauvaise passation. Par erreur, vous avez mal passé, ou bien vous avez passé pour des questions politiques, etc. Très rarement. C'est après, ce sont les finances publiques qui vont payer tout cela, les deniers publics, les générations futures qui vont en pâtir. L'autre conséquence, c'est que si on va comme ça dans les PPP, dans les contrats, dans les marchés publics sous forme d'offres spontanées, dans les PPP sous forme d'offres spontanées, c'est nous-mêmes, nos budgets faibles, maigres, qui vont en pâtir, subir les conséquences.
Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, il faut rationaliser la démarche dans le recours aux offres spontanées. Et très souvent, c'est que c'est en période préélectorale qu'on constate cela. Parce que vous réalisez des choses et absolument, il faut que ça passe. Et l'autre risque, c'est quoi? C'est que moi, je suis à la tête d'une institution. Il y a des gens qui sont dans des directions. Ces gens-là sont obligés de suivre mes ordres et des institutions. Sinon, je peux même pas les démettre, même les affecter à là où ils ne veulent pas aller. Ce qui fait que eux également, ils vont se plier aux instructions d'en haut. Et plus d'en haut également, au niveau le plus élevé, si l'instruction vient également là, les gens qui sont des intermédiaires même vont exécuter. Autrement dit, si on fait le processus, on se rend compte que c'est en réalité le secteur privé qui va détenir le dernier mot. Parce que si l'autorité contractante suprême vous dit que faites ceci, parce que j'ai des élections, sur la base des vœux, des souhaits du secteur privé, notamment international, donc on aura de mauvaises offres spontanées. Et je vous le précise également, l'autre risque c'est que on a des offres spontanées vraiment qui ne sont pas à la portée du secteur privé national.